Globalement oui, parce qu'effectivement il y a une autonomie, plutôt un système fédéral qui fonctionne en tout cas dans le cadre des trois provinces qui font officiellement partie du Kurdistan. La violence est infiniment moins intense que ce qu'on observe dans le reste du pays. Il y a un rapport de confiance au quotidien en quelque sorte. La situation économique, malgré les inégalités, est quand même relativement stable. De ce point de vue-là, on peut parfaitement dire que le Kurdistan vit aujourd'hui mieux qu'il y a 10 ans ou il y a 6 ou 7 ans. La chute de Saddam Hussein, c'est l'un des facteurs. Il y a d'autres facteurs aussi qui interviennent. C'est le processus d'unification de l'administration kurde. Comme vous savez, il y avait un conflit civil interne entre les deux organisations kurdes de 1994-96. Et dans les années 2000, ce conflit a été relativement bien géré. Aujourd'hui, le processus d'unification administrative est relativement complète. Cela étant dit, les Kurdes vivent aussi depuis 2003 un double processus, un processus de kurdification, donc l'imaginaire de soi en tant que nation kurde. On l'observe à travers le référendum qui a eu lieu en 2005, où les électeurs ont massivement voté pour l'indépendance du Kurdistan, même si les politiques n'ont pas mis en application, disons, certains avis qui n'avaient pas de valeur juridique. Il n'y a pas de drapeau irakien, il n'y a que le drapeau kurde. Donc de ce point de vue-là, il y a une kurdification qui est très nette. De l'autre côté, il y a aussi une réirakisation qui est très nette. La présence des parlementaires kurdes à Bagdad, la présence d'un président kurde. Et en même temps, le Kurdistan, comme le reste du pays, vit aussi sous le régime d'incertitude, incertitude interne concernant la province de Kirkouk, et les incertitudes concernant effectivement le départ des Irakiens, le départ des Américains et l'évolution de la violence. Au niveau local, les Kurdes aujourd'hui disposent d'un parlement. Donc c'est un parlement régional qui est dominé pour l'essentiel par les deux partis politiques, le PDK de Massoud Barzani et l'UPK de Jalal Talabani. Mais le parlement compte quand même quelques 12 partis en dehors de ces deux partis. Donc de ce point de vue-là, il y a une représentation qui est très, très nette. Il y a une représentation à Bagdad. Si je ne me trompe pas, il y a 55 députés kurdes qui sont représentés à l'Assemblée nationale à Bagdad. Ceci aurait pu être satisfaisant si la question de Kirkouk ne se posait pas. La question de Kirkouk, c'est cette ville-province qui a été arabisée, très massivement arabisée depuis 1963, mais surtout depuis 1991. Depuis 1991, quelques 108 000 Kurdes ont été expulsés de cette ville. Et aujourd'hui, pour les Kurdes, l'enjeu principal, c'est l'organisation d'un référendum pour décider de l'appartenance ou non de cette région, de cette ville, à la région kurde. Ce référendum figure d'ailleurs parmi les articles provisoires de la Constitution. L'article 140 de la Constitution prévoyait l'organisation de ce référendum en 2007. Hors des pays, à la fois les tribus sunnites qui se sont organisées sous l'appellation du réveil tribal, et le gouvernement de Maliki semble s'opposer radicalement à la tenue de ce référendum. Et cela crée des rapports extrêmement conflictuels entre les Kurdes d'un côté, le pouvoir central de l'autre. Il y a deux autres enclaves qui sont aussi dans cette situation, mais qui n'ont pas les mêmes, disons, enjeux symboliques. C'est l'enclave de Sinjar où habitent les Yézidis, c'est une communauté confessionnelle, et l'enclave de Khaniki. Ils n'y ont définitivement pas renoncé. Le président de la région donc fédérale du Kurdistan, Massoud Barzani, a déclaré à plusieurs reprises que l'indépendance était une option qu'il n'écarterait pas. En tout cas que le droit à la séparation est un droit acquis pour la nation kurde et qu'il pourrait l'utiliser à tout moment. Et d'ailleurs, le référendum de 1995, comme j'ai dit, qui n'avait pas de valeur juridique, mais quand même qui était un test, a montré que la population kurde, à plus de 95%, souhaitait l'indépendance. Cela étant dit, cette indépendance n'est ni une urgence ni une exigence aujourd'hui. Elle n'est pas une urgence parce que, comme j'ai dit, les Kurdes vivent
totalement séparément de l'Irak dans une grande partie, dans une grande mesure. Et ils n'ont pas le drapeau irakien, c'est le drapeau kurde qui flotte, c'est l'armée kurde qui contrôle le territoire, les frontières sont contrôlées par les Kurdes, les douanes sont contrôlées par les Kurdes. De ce point de vue-là, il y a une construction étatique de fait. Et l'indépendance n'est pas non plus une exigence absolue pour le moment, car les Kurdes savent que, à la limite, une intégration dans l'Irak pour les périodes à venir, pour les années à venir, peut être une protection vis-à-vis de la Turquie et vis-à-vis de l'Iran, les deux autres États qui sont concernés par la question kurde, et une situation d'indépendance pourrait effectivement fragiliser les Kurdes par rapport à ces deux voisins. Je pense que c'est vraiment l'ensemble, hein. C'est l'ensemble. On se trouve dans une invisibilité totale concernant l'avenir très proche. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On ne sait pas quels seront l'impact, les effets de départ des soldats de l'armée américaine quelque part en 2010 ou plus tard en 2011. On ne connaît pas du tout l'évolution des rapports de force en Turquie même, entre les ultra-kémalistes et les pragmatiques. N'oublions pas que le nationalisme turc reste extrêmement fort. Les rapports entre les États-Unis et Israël peuvent à tout moment se dégrader de nouveau. Et situer le Kurdistan aujourd'hui plutôt qu'uniquement dans un rapport triangulaire entre la Turquie, l'Iran et l'Irak, dans un vaste ensemble qui va du Liban au Pakistan, qui est un espace conflictuel. Ces conflits interagissent, le conflit syro-libanais, le conflit israélo-syrien, le conflit israélo-palestinien, le conflit irako-américain ou irakien, le conflit iranien, le conflit afghan-pakistanais. Ces conflits sont imbriqués aujourd'hui, interagissent, et même si ces conflits n'ont aucun rapport avec la question kurde, en tout cas aucun rapport direct, ils déterminent aussi l'évolution de la question kurde. Il est évident que s'il y a un conflit entre les États-Unis et l'Iran, l'impact sera immédiat sur le Kurdistan de Turquie, sur le Kurdistan d'Irak, et doublement, parce que d'une part, il y a un nationalisme kurde en Iran qui est extrêmement puissant, et s'il y a un conflit durable, il n'est absolument pas exclu que les Kurdes iraniens agissent par rapport ou contre leur pouvoir central, et là, cela aura un impact inévitablement. Et un impact aussi si les Américains attaquent depuis l'Irak le territoire iranien. Il est évident qu'il il aura des ripostes iraniennes, et ces ripostes peuvent concerner aussi le Kurdistan. Mais vous voyez, on est vraiment dans l'imprévisibilité totale. Vous prenez un autre cas, la question kurde se pose aussi en Syrie. Il y a eu des émeutes sporadiques à partir de 2004. Et si demain un conflit éclaté entre les États-Unis, l'Europe et la Syrie à propos du Liban ou un autre enjeu, il est évident que l'impact sur l'Irak sera considérable en termes de violence, en termes de redynamisation de Al-Qaïda, et tous ces facteurs-là auront bien entendu un effet aussi sur le Kurdistan.